Bonjour à tous, nous voilà pour un nouveau épisode dans l'histoire du manga. Nous sommes enfin arrivés dans les années 60. Le Japon, comme la plupart des pays, a connu son 68. Le 68 japonais a duré longtemps, ça a été assez violent. Il y a eu plusieurs groupes qui sont affrontés. D'un côté, il y avait la police, de l'autre côté, il y avait les étudiants de gauche, de l'autre côté, il y avait les organisations d'extrême droite. Et beaucoup de mouvements étudiants ont, dans les années 70, donné naissance à des organisations de type terroriste. Le syndicat des étudiants le plus célèbre, c'est sûrement le Zengakuren. C'est celui qu'on trouve le plus souvent cité dans les histoires du Japon des années 60. C'était souvent des groupes très organisés dans les affrontements avec la police. 68, c'est une année qui marque beaucoup d'événements majeurs aussi dans la bande dessinée ou dans le cinéma d'animation. En 68, c'est par exemple le début de la collaboration entre Takahata et Miyazaki. À l'époque, les deux n'avaient pas encore fondé le studio Ghibli. Miyazaki était un jeune animateur, Takahata était un peu plus âgé. Et au studio Toei, qui c'était le plus important studio d'animation japonais de l'époque, travaillaient ensemble à Horus, Prince du Soleil, que c'est leur film de 68 en quelque sorte. Un autre événement important pour comprendre le Japon de l'époque, les inquiétudes qu'il traverse, mais aussi la relation que les intellectuels occidentaux ont eue avec ce pays, c'est le suicide en 1970 de Yukio Mishima. Yukio Mishima est l'écrivain japonais le plus connu à l'étranger. Il n'a pas gagné le Nobel, c'était Kawabata qui l'avait gagné la dernière année comme écrivain japonais, mais c'était sans doute le plus traduit et le plus lu. C'était un très grand écrivain qui avait connu une fascination pour la culture occidentale pour la plupart de son parcours. Mishima était quelqu'un qui avait adoré la Grèce, l'Occident, tout ce, il s'habillait à l'occidental. Mais avec en s'approchant de la quarantaine, de plus en plus, il s'est intéressé à un discours pour revenir aux sources de la culture japonaise. Il a commencé à pratiquer les arts martiaux. Il a commencé à déclarer de plus en plus son respect pour l'empereur, qu'il fallait revenir au passé, il ne fallait pas céder à l'occidentalisation. Des discours que, dans nos standards politiques, on pourrait appeler d'extrême droite, mais que dans la culture japonaise ont une valence différente, bien que je ne veux pas nier que il y avait probablement des éléments d'extrême droite. D'ailleurs, le pays a une longue histoire liée à cette partie du spectre politique. Mishima a terminé son histoire de façon tragique. Dans les dernières années de sa vie, il avait fondé une armée personnelle. C'est un groupuscule militaire de jeunes qui le suivaient avec fidélité et en 1970, ils sont rentrés en quatre dans le ministère de l'armée, ils ont kidnappé un haut général, ils ont convoqué l'armée et Mishima a fait un discours où il invitait l'armée à la rébellion et à rétablir le rôle de l'empereur. L'armée l'a oué, ils n'ont pas écouté absolument. Donc Mishima est rentré à l'intérieur du bâtiment, là vous le voyez dans la vidéo adressée à la foule, et il a fait seppuku, c'est-à-dire il a fait un suicide rituel où il s'est éventré et son bras droit lui a coupé la tête. Après ils ont été arrêtés les autres trois qui l'avaient accompagné dans cette euh, opération. En France, il y a un livre de Marguerite Yourcenar, que c'est une introduction à Mishima, que je vous conseille, on le trouve en poche, c'est un livre pas cher du tout et c'est très intéressant. Encore pour revenir au monde de l'animation, en 1973, la Mushi Production lance Belladonna of Sadness. C'est le troisième animérama, c'est-à-dire le grand film d'animation destiné à un public adulte, produit par la Mushi. Je vous rappelle que Mushi c'est la maison de production fondée par Tezuka, mais à l'époque Tezuka ne fait plus partie de la structure. Il a quitté au début de la production de ce film pour se concentrer sur le manga. Belladonna of Zen essaie à rester un peu un cult movie en quelque sorte. C'est un film typiquement 70s.
Je vous montre pas plus, ça c'est quelques extraits de la bande-annonce. C'est un film plutôt dramatique, même assez violent dans certaines scènes, mais c'est resté comme une espèce de... Non, c'est un peu un film culte parmi les dessinateurs. C'est quand même pas un film à grand succès, mais les dessinateurs le connaissent pour son graphisme, pour son inventivité. C'est vraiment très riche d'idées. Les années 60 ont aussi voulu dire l'ouverture la vague, l'ouverture du Japon à la pop art. Les Japonais ont eu leur pop art, dont l'artiste le plus important est probablement Tadanori Yoko. Je vous montre comment ça s'écrit au cas où vous voulez faire des recherches. Tadanori Yoko, l'Andy Warhol japonais. C'est un graphiste, dessinateur de grand talent, très connu dans son pays, pas très connu en Occident. Ben, on trouve pas énormément de livres. Actes Sud a publié une monographie il y a quelques années. Il a réalisé énormément de posters avec une technique du collage, mais toujours avec un regard souvent avec un regard vers le passé et un autre vers l'Occident. Et c'est un très grand artiste. Si vous avez l'occasion de faire des recherches sur Google, on trouve énormément de ces images. C'est vraiment la peine de regarder. Et il a aussi travaillé avec Mishima à un moment. Il était passionné de cinéma occidental, de musique rock. Il était très connu à l'époque. Ça, c'est une couverture d'une revue monographique qui lui a été dédiée, de Design Review. Ça, c'est un autre exemple de ces posters. Il y a même du manga au milieu. Vous voyez, il y a même une bande dessinée de Tsuge qui est citée système vissé dans l'angle au bas à droite. Et ça, c'est une référence à un acteur très célèbre de cinéma de samouraï. À propos de cinéma, les années 60-70 sont l'époque de la nouvelle vague japonaise. Le cinéma de chaque pays a connu sa nouvelle vague. À partir de la nouvelle vague française, pour aller à la nouvelle vague sud-américaine, Glauber Rocha, si vous avez l'occasion de regarder ces films, Antonio das Mortes, très beau film de Glauber Rocha, carrément les États-Unis avec la nouvelle Hollywood, les Italiens, les Allemands, Fassbinder, le nouveau cinéma allemand, et les Japonais aussi. C'est facile de repérer des listes, je vous ai envoyé en lien dans un mail une liste de réalisateurs de l'époque. Moi, je suis pas un expert de la nouvelle vague japonaise. Le seul film que j'ai regardé, ça a été Eros plus Massacre de Kiju Yoshida, qui est sorti dans les cinémas français, restauré il y a quelques années. C'est dans ce contexte culturel, le contexte des années 60, qui s'est formé Katsuhiro Otomo, qui est né en 54, donc il a fait son adolescence à la fin des années 60 et au début des années 70. Katsuhiro Otomo est un des plus importants auteurs de manga, pour plusieurs raisons. D'abord pour la qualité de son travail et pour l'innovation d'un point de vue pour moi artistique qu'il a apporté, qui sont nombreuses et qu'on va regarder ensuite. Et la deuxième raison pour laquelle il est un artiste très important, c'est c'est grâce à lui que s'est créé le pont entre l'Orient et l'Occident. C'est Akira qui est la bande dessinée qui a ouvert le marché occidental au manga et il a donné naissance au phénomène d'exportation de ce genre de bande dessinée en Occident. Parce qu'avant Akira, on n'avait jamais trop traduit les mangas. Quelques petits livres, mais sans trop de succès. Les dessins animés, oui. Mais la bande dessinée, ça n'avait jamais trouvé son marché en Occident. Otomo, il est né et grandi dans le district de Tohoku. C'est au nord du Japon, c'est une zone rurale. Ça, je fais un peu quelques recherches. De sa fenêtre, Otomo devait voir un paysage pas trop loin de cette photo. Ça veut dire que c'est vraiment un endroit isolé où il n'y a pas de ville, il n'y avait pas de boutique. Lui, il marchait dans les rizières. Donc, les journées, il se passait comme ça. Il était chez lui, il était seul. Le seul garçon, qui est des sœurs un peu plus grand que lui. Personne partageait sa passion pour le manga. Il n'y avait pas de copains qui dessinaient. Donc, il a un peu développé ça tout seul. Comme la plupart des enfants japonais, il a été un lecteur de Astro Boy. C'était une des premières BD qu'il a aimé. Dans ses entretiens, il parle souvent de ce livre de Ishinomori Shotaro. C'est un auteur très célèbre au Japon. C'est l'auteur d'un manga qui s'appelle Cyborg 009 et qui avait publié ce petit manuel
d'introduction technique au manga. Énormément de mangaka ont dit l'avoir lu quand ils avaient 9-10 ans. Otomo dit que ça a été le livre qui lui a expliqué vraiment comment commencer à dessiner de façon un peu plus sérieuse. Ça, c'est une planche de Cyborg 009 pour voir le style de Ishinomori Shotaro. Vous voyez bien que c'est un BD de science-fiction encore dans la ligne et dans l'esprit de la première phase du manga, celle de Tezuka. Une autre bande dessinée dont il parle, Otomo, c'est Target, c'est là un peu plus adulte, un peu plus dramatique, mais c'est la découverte de la revue Com, que c'était la revue que Tezuka avait créée pour publier de la bande dessinée plus expérimentale, plus personnelle, avec des tranches de vie ou des choses un peu plus bizarres, un peu comme faisait Garo, c'était un peu son petit Garo à lui, et où Tezuka a publié La Phénix, l'oiseau de feu, que c'est son livre probablement le plus important. C'est, je dis, avec la découverte de Com, que Otomo découvre une nouvelle façon de faire la bande dessinée, une façon plus grande, plus adulte, différente. Déjà, le graphisme de Com montre un spectre graphique plus vaste, qui s'éloigne de ce qui est le standard du manga de l'époque. Il s'est éloigné peu à peu de la famille pour étudier jusqu'à quand il a quitté la campagne pour aller à Tokyo, mais il a tôt découvert sa passion pour le cinéma. Ce sont les années de la nouvelle Hollywood, que c'est probablement le cinéma étranger qu'Otomo a étudié mieux avec les Russes. Otomo, il connaît très bien Eisenstein, dit dans les entretiens que sa théorie du montage l'a beaucoup influencé. Mais c'est sans doute le cinéma américain de l'époque qui a eu l'impact le plus fort sur lui. Il ne faut pas oublier que le cinéma avant la nouvelle Hollywood, c'était un cinéma de grosse production, souvent historique. Les gros cinémas qu'il faisait, c'était Cléopâtre, ce genre de gros films. Les étudiants n'allaient pas voir ce genre de produit. Ils attendaient quelque chose de nouveau et quelque chose de différent. Arthur Penn, Sam Peckinpah, Martin Scorsese, sont les réalisateurs qui ont donné forme à ces inquiétudes. Bonnie and Clyde, le film que vous voyez là, il parle de deux hors de la loi qui sont carrément des criminels, mais ils sont vus sous une lumière positive, qui sont des héros en quelque sorte. Easy Rider, c'est le film de la célébration du mythe de la découverte du pays sur les motos. C'est un très bon film, Easy Rider, avec une très belle bande sonore, une très belle musique. Beaucoup plus controversé, c'est le film de Peckinpah, Chien de paille, Straw Dogs, avec Dustin Hoffman. Ou encore Midnight Cowboy, un film toujours avec Dustin Hoffman, magnifique portrait de New York. Encore sous la grande ville, Taxi Driver. Un film que, de façon étonnante, revient beaucoup dans les entretiens d'Otomo, c'est Woodstock. Il dit que ça a été pour lui un film marquant. C'est vrai que ça m'a donné envie de regarder à nouveau le film, j'ai regardé quelques extraits, j'avais par exemple oublié que le film n'est pas construit seulement comme des morceaux de musique, mais il y a aussi plein d'entretiens aux gens qui sont allés à Woodstock, donc aux gens qui sont dans la partie des spectateurs, qui racontent leur vie, comment ils sont arrivés là, pourquoi, comment ils voient leur vie, leur futur, qu'est-ce qu'ils pensent. Il y a aussi cette technique très intéressante de montage, où l'écran est divisé en deux, on voit un détail, on voit il l'applique pas seulement au chanteur, hein. Il fait le même montage divisé, même dans les scènes de public. Et Otomo dit que ça a été une expérience marquante, voir ce très long documentaire de 3 heures, plus que 3 heures au cinéma. Donc, si vous avez l'occasion, cherchez quelques extraits online, ça se trouve assez facilement. C'est à cette époque-là que Otomo quitte la famille, il va vivre à Tokyo et c'est là qu'il va commencer à envoyer ses bandes dessinées aux revues et commencer à publier. Il n'a que 18 ans. Et ça, on continue dans la deuxième vidéo. À tout de suite.